percevais qu'il s'agissait de portes et qu'elles pouvaient s'ouvrir. Nous avons contourné le flanc gauche de l'installation et là se trouvait l'entrée principale. Nous avons passé plusieurs portes et le contrôle de sécurité, puis nous avons pénétré dans ce qui ressemblait à un bâtiment gouvernemental typique. Mon travail fondamental consistait à reproduire des systèmes d'énergie et de propulsion. Et je décidai de commencer en m'attaquant à l'énergie, c'est-à-dire au réacteur qui faisait fonctionner l'engin. Pour ce qui est de l'autorisation dont j'étais muni, connue comme autorisation Majestic, nous n'étions que 22 personnes à la posséder à S4 et à travailler sur l'appareil. L'endroit où il travaillait à la zone 51 s'appelait S4 et se trouvait à Papoose Dry Lake Bade, à quelques minutes de Groom Lake. Lorsque j'y étais amené en bus, nous contournions généralement l'installation jusqu'à son flanc gauche et nous rentrions par la porte qui se trouvait là. Et pour la première fois, l'une des portes du hangar, celle tout au bout, était ouverte. Le bus s'approcha, s'arrêta, et visible comme le nez au milieu de la figure, dans le hangar, occupant presque tout l'espace du hangar, se trouvait la soucoupe. On aurait dit quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Et on s'est arrêté, on est sorti. Et pour la première fois, on m'a laissé franchir cette porte. Et tandis que je marchais, je pensais, eh bien voilà le nouvel appareil d'avant-garde sur lequel nous avons travaillé. Et voilà pourquoi les gens continuent à avoir des soucoupes volantes. Il s'agissait des nôtres et nous les mettions simplement à l'épreuve, probablement durant toutes ces années. Et comme je marchais à côté de l'engin, je posais ma main dessus. Je me dis que c'était du métal parce que c'était froid, et donc je pensais qu'il s'agissait d'une espèce de métal. Et de fait, il y avait une ouverture car le panneau d'accès était tiré. Et j'ai vu un petit peu en arrière qu'un drapeau américain y figurait. Alors là, j'ai su catégoriquement que c'était quelque chose qu'on avait fabriqué. On me permit à une occasion de rentrer dans l'engin afin de voir la disposition de ces systèmes, afin de vérifier si ceux-ci étaient bien configurés. J'étais bien sûr accompagné à bord de l'engin. Il était à l'évidence conçu pour être piloté par quelque chose de plus petit qu'un être humain normal. On était vraiment à l'étroit là-dedans. Il y avait un niveau inférieur et une partie amovible du plancher se pliait et s'ouvrait, de sorte que je pouvais passer ma tête et le haut de mon torse là-dessous avec une torche électrique, afin de voir comment les amplificateurs de gravité se trouvaient sans dessus-dessous, d'observer la disposition de 3 sièges qui faisaient environ 1/3 ou 1/4 de la taille d'un siège humain normal. À un moment, alors que je me trouvais à bord de l'engin, l'une des arcades devint transparente. Il y avait quelques techniciens en train de travailler sur quelque chose d'autre dont je n'avais pas connaissance. Et tout d'un coup, quelque chose commença à défiler de bas en haut sur les parois. Il aurait donc pu être possible que l'enveloppe de l'engin, lorsque soumise à une influence électrique ou autre, devienne parfois transparente et permette de voir à l'extérieur, ou soit employée comme une sorte d'écran vidéo. C'était vraiment étonnant. Lorsque je suis sorti de l'appareil, ça avait à nouveau l'apparence d'une simple structure métallique. Des tas de gens disent « Eh mon vieux, ça a dû être excitant de rentrer là-dedans ». Et je réponds toujours que ce n'était pas le cas. C'était une sensation très inquiétante. On avait vraiment l'impression que... Parce que c'est tellement... Je sais que ça peut avoir l'air bête, mais ça n'avait rien d'humain là-dedans. Il n'y avait aucun arrêt de vivre. C'était comme si tout avait été fait en cire, puis un peu chauffé et ensuite refroidi. Toutes les choses possédaient des courbes lisses. Même les sièges avaient l'air de fusionner avec le sol. On aurait dit que tout l'engin avait été moulé par injection. Personne, y compris Bob Lazar, ne fut à même d'établir aucun de ses antécédents universitaires ou professionnels. En 1990, il fut condamné comme entremetteur et déclaré en faillite. Au tribunal, il décrivit simplement son activité comme celle d'un technicien photo établi à son compte. Lazar est-il un imposteur? Travailla-t-il à S4? Ou fut-il employé par les militaires afin de faire circuler certaines informations sur la base?
L'idée qu'il serait un grand allumé et dans le même temps le parfait scientifique pour bosser sur un tel projet relève de la science-fiction. Primo, il n'y a aucune raison d'affirmer qu'il est un scientifique. Pas de diplôme, pas de papier, pas d'appartenance, rien. Secondo, j'ai travaillé 14 années durant dans la sécurité. Et je peux vous dire que les services confidentiels prennent la sécurité bien plus au sérieux que ça. L'une des choses étranges qu'il affirme, c'est que seulement 22 personnes travaillaient là-dessus. Allez, il y a plus de gens que ça pour travailler sur une nouvelle souricière gouvernementale. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas de sens. Vous savez, il y a tous les ingrédients d'un récit rocambolesque, de quelqu'un qui, dans sa tête, se croit plus fort, plus brillant et plus rapide que tous les autres. J'ai fait un tas de recherches au sujet de Bob Lazar. Je l'ai réellement rencontré. J'ai obtenu une copie de son formulaire, dit W2, l'un des documents IRS liés au salaire. Son formulaire spécifique indiquait qu'il travaillait pour le service américain du renseignement maritime. Mon enquête sur ce document et sur les affirmations que fit Bob Lazar forme le résultat de recherches très strictes et très rigoureuses. Je contactai le département américain du renseignement maritime et vérifiai qu'en effet, ils étaient certainement responsables de l'émission de ce formulaire W2. J'examinai la question auprès du service des recettes fiscales. Voici ce qu'ils m'ont dit. Leurs mots exacts furent « ça a l'air vrai ». Ils me dirent qu'il s'agissait d'un document authentique, pas de quelque chose de contrefait. Il y avait un tas de nombre de numéros de contrat et autres figurant sur le document. Et lorsque je fis des recherches sur ces derniers, il s'avéra qu'il s'agissait de numéros recensés hautement confidentiels. D'ailleurs, le service des recettes fiscales se heurta à un mur lorsqu'il tenta de retrouver le véritable employeur associé au document. Il m'a donné des informations sur ses antécédents, sur son éducation et sur son passé professionnel. J'ai commencé par les laboratoires de Los Alamos, où il disait avoir travaillé. Je me disais, eh bien voilà un bon point de départ, s'il a travaillé à Los Alamos, c'est qu'il a reçu une formation quelque part, car il n'embauche pas le premier type qui passe. Et s'il a travaillé à Los Alamos, surtout sur des projets secrets, il est au moins raisonnable de supposer qu'il ait pu être embauché ailleurs au Nevada pour y travailler sur des projets similaires. Nous sommes allés à Los Alamos et personne là-bas n'a voulu coopérer. Ils ne répondaient pas à nos appels téléphoniques. Ils disaient « Nous n'avons pas d'informations sur Bob Lazar. Il n'y a rien dans les dossiers. » Je leur demandais « En êtes-vous vraiment sûr ?»« Oui, il n'y a rien dans les dossiers. » Je leur ai montré l'inscription dans l'annuaire que Bob Lazar avait gardée et qui prouvait qu'il avait bossé là. Je leur ai montré l'article de journal qui prouvait qu'il avait été là. « Êtes-vous certain de ne pas avoir un Bob Lazar ?»« Eh bien, peut-être avons-nous eu un Bob Lazar, voici un numéro d'identité, mais il ne travaillait pas pour nous. Il travaillait pour quelqu'un d'autre. » Fondamentalement, les laboratoires de Los Alamos ont tout fait, à chaque étape, pour me contrer dans ma démarche. Ils ne firent rien pour m'aider dans ma recherche d'informations sur Bob. Et je m'aperçus que c'était chaque fois la même chose, à chaque étape de mes tentatives pour vérifier son passé. Je suis celui qui ne pouvait fournir aucun papier officiel sur moi-même, et je l'ai fait savoir. Je n'arrivais pas à me procurer mon extrait de naissance, et c'était l'une des choses qui m'inquiétait, qu'ils puissent tenter de faire de moi quelqu'un qui n'existe pas. Je crois qu'il est très probable que Bob Lazar ait en effet été choisi pour servir de relais à certaines informations relatives à ce projet extraterrestre. Un jour, Bob Lazar vit une soucoupe volante effectuant un vol d'essai dans le désert. Je fus emmené dans le hangar durant l'un des essais de courte durée, et l'engin se trouvait déjà à l'extérieur, à l'emplacement du lac. Il décolla silencieusement et se dirigea de ci de là durant quelque temps, puis se reposa au sol. Et cette chose immense était vraiment une merveilleuse vision. C'était comme voir une maison quitter tranquillement le sol. Vous ne pouvez imaginer l'énergie requise pour y parvenir, et sans aucun bruit du tout. Il y avait une sorte de communication audio avec l'engin, et donc je ne peux qu'en déduire que des humains se trouvaient à bord, et que d'une manière ou d'une autre, ils avaient réussi à s'installer dans ces petits sièges. À l'évidence, ils savaient comment manœuvrer les commandes qui s'y trouvaient, ou avaient inventé les leurs, ou les avaient améliorées avec quelque chose. Les missions spatiales Apollo des années 60 provoquèrent un engouement des États-Unis pour la conquête de l'espace. Mais tandis que les meilleurs astronautes du pays s'élançaient dans les cieux à bord de fusées conventionnelles, le président était-il au courant de l'existence de soucoupes et de systèmes de propulsion qui étaient littéralement d'un autre monde ?
le docteur Edgar Mitchell, membre de la mission Apollo 14 et le 6e homme à avoir marché sur la Lune, fit des recherches approfondies sur les prétendus crashs